Samedi 26 octobre 2019, le journaliste toulousain Mathieu Arnal présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire » aux éditions Papillon Rouge. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour monsieur Torel, merci de nous accueillir. Alors, je voudrais vous présenter l'invité du jour, Mathieu Arnal. Mathieu Arnal, qui est journaliste à Toulouse. Je vais revenir un petit peu sur votre parcours. Tout d'abord, présenter votre livre qui est sorti il y a quelques jours à peine, le 18 octobre dernier, aux éditions du Papillon Rouge, qui est une maison installée dans l'Hérault, non loin de Montpellier, je crois. Exactement, à Villeveyrac, à 30 km de Montpellier. Donc Mathieu, vous êtes en fait journaliste, bien sûr. Tout d'abord dans le domaine de la presse écrite. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du Brigadier, qui se consacre aux arts de la scène, au théâtre, à la danse, aux arts vivants. Qu'on trouve ici d'ailleurs. Voilà, qu'on trouve à Ambre Blanche, et dans notre étage. région. Vous collaborez également à Côté Toulouse, vous collaborez également à Gibraltar, un pont entre deux mondes, une revue toulousaine d'une très grande qualité consacrée au monde méditerranéen et qu'on connaît ici à Ombre Blanche, on la connaît puisqu'on la diffuse. Ça c'est pour la partie presse écrite de votre cursus et de votre domaine professionnel, mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous êtes également journaliste en radio, puisque nous avons le plaisir de nous retrouver chaque semaine pour l'émission hebdomadaire Audition Libre, réalisée par une partie de l'équipe du Brigadier. Et dans cette émission, on parle essentiellement de théâtre, on parle de temps à autre d'opéra. Donc avec Bénédicte Soula, donc la fondatrice, rédactrice en chef, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, puisqu'on est en bouclage du Brigadier. Le Brigadier qui est un Brigadier qui est représenté dignement par son papa, Henri. Voilà, le Brigadier qui est conçu à Portée-sur-Garonne. Voilà, exactement. Et puis, on est 4 dans l'émission. Bénédicte, toi, Anna et moi, voilà. Voilà, tout le monde. Je suis Pierre Estournel, je ne me suis pas présenté. Un premier point qui me paraît important pour commencer, Mathieu, puisque dans ce livre, on parle énormément d'histoire, on se plonge dans l'histoire, récente et moins récente. Vous avez une passion pour l'histoire, vos amis le savent. D'où vient cette passion ? Peut-être du lycée, je ne sais pas. Et vers quelle période est-elle plus spécialement centrée ? Disons que j'ai toujours été passionné par l'histoire depuis gamin, mais c'est vrai que j'ai notamment eu la chance dans mon parcours scolaire d'avoir une prof d'histoire au lycée, en première et terminale, Madame Mage, à Figeac, au lycée Jeanne d'Arc, qui avait une façon assez vivante de raconter l'histoire pendant ses cours. D'ailleurs, je lui co-dédie ce livre. Donc voilà. Comment travaillait-elle en particulier ? Il avait des méthodes pédagogiques particulières ou non, c'était sa convivialité qui faisait que... Oui, sa convivialité, sa faconde, enfin elle avait quelque chose pour raconter l'histoire. C'était pas Alain Decaux raconte l'histoire, c'était Animage raconte l'histoire. Ça y est, c'est fait. C'est... donc oui, je lui co-dédie ce livre parce que je pense qu'elle le mérite. Enfin, je veux dire, elle fait partie des gens comme ça qui m'ont donné le goût de l'histoire. Et donc voilà. Alors, dans votre livre, on va rentrer dans le vif du sujet, vous brossez le portrait de Toulousaines et de Toulousains qui d'abord ne sont plus de ce monde, ça a été l'un des points communs. Ils sont plus ou moins illustres, j'ai envie de dire, et ils ont marqué notre histoire à des degrés divers. Ce sont soit des natifs de Toulouse, soit des Toulousains d'adoption. J'ai envie de dire que ce livre, il est autant équilibré que cela puisse se faire, si toutefois on peut parler d'équilibre. Il tente au maximum de l'être, d'abord dans ce choix de portraits, et ça c'est pas très simple de faire un choix. Il y a des personnalités du monde de la science, il y a des personnalités issues du monde des arts et de la culture, il y en a d'autres qui sont en fait des chefs d'entreprise, qui viennent du monde de l'économie, on peut simplifier les choses comme ça, des commerçants, des industriels. Il y a un homme d'église, c'est Monseigneur Jules Saliège. Il y a des sportifs également. On peut citer Alfred Nakache, le gardien de but René Vignal également. Il y a des politiques aussi. Vous ne les avez pas éludés de ce livre. Il y a des résistants. Il y a des militaires.
vous effleurez, vous abordez un petit peu le monde des Pyrénées, et ceci par le biais de Eugène Trutat et de Jean Arlot, qui n'avaient pas tous les deux les mêmes occupations, le même métier, mais enfin c'était des pyrénéistes, on pourrait résumer les choses comme ça. L'aéronautique n'est pas oubliée, il n'y a pas l'espace, mais il y a l'aéronautique. On pourrait évoquer Jacqueline Auriol ou Pierre-Georges Latécoère. Le journalisme, vous ne l'avez pas oublié, ça nous fait plaisir. On trouve une biographie de René Moriès, qui était grand reporter pour la Dépêche du Midi. Prix Albert Londres. Prix Albert Londres, voilà, ça m'avait échappé. Vous n'oubliez pas non plus Georges de Caunes, que les plus anciens d'entre nous n'ont sans doute pas oublié. Sur les 50 portraits que vous nous offrez, 11 seulement sont consacrés à des femmes. Là, vous avez eu du mal à faire mieux. J'imagine que c'était pas possible. Je m'explique, je m'en doutais. Alors, ça commence fort. Est-ce que c'est un regret pour vous, mais en même temps, vous ne pouviez pas? Expliquez-vous. Bah oui, c'est un regret. Sur 50 portraits, 39 hommes, 11 femmes, donc... Alors, il y a des portraits, je le précise, qui sont consacrés à des couples de femmes, comme par exemple... Oui, il y a donc les sœurs Carita et les petites filles modèles, les vraies, Camille et Madeleine de Malaret. Voilà. Donc les vraies petites filles de la comtesse de Ségur. Ouais. Oui, je veux dire, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est pas une surprise de savoir que l'histoire... a été dominée par les hommes, que c'est une histoire patriarcale et que il y a beaucoup plus de sources et de documents sur les hommes que sur les femmes. Il y a évidemment quelques portraits de femmes que j'aurais voulu faire, mais j'avais pas assez de matière pour faire un portrait digne de ce nom. Mmh. Je pense notamment à Federica Montseny, Montseny en catalan, qui était la première femme ministre en Europe, en Espagne, sur le Front populaire espagnol. Elle a été ministre de la Santé et des Affaires sociales, puis ensuite elle a été une des figures de l'exil républicain espagnol. Elle a été d'ailleurs enterrée ici à Toulouse, au cimetière Rapace, dans le quartier Saint-Cyprien en 1994. Mais j'avais pas assez, donc j'ai dit, tant pis. Ouais. Et il y a fort à parier que si vous aviez eu le temps d'aller en Espagne, vous auriez peut-être trouvé de la documentation, des articles de presse anciens qui lui étaient consacrés, mais à l'impossible. Après, je parle pas espagnol, donc oui, voilà, c'est pas simple. Non, mais bien sûr. Alors. J'aimerais savoir sur quelle période, quel laps de temps, grosso modo, s'étale la vie des personnages dont vous nous faites le portrait. Pour le plus ancien d'entre eux... La plus ancienne. La plus ancienne, en l'occurrence, vous êtes remonté jusqu'où? La plus ancienne, qui n'a jamais existé d'ailleurs, puisque c'est une légende, c'est Clémence Isor. Donc on est au XVe siècle, on lui attribue la restauration des Jeux Florent en 1484. Elle serait née en 1450 et serait décédée en 1500. Et après, ça va jusqu'à nos jours. Enfin, Dominique Baudis qui est décédé en 2014 et le gardien de but René Vignal qui lui est décédé en 2016. Voilà. Oui, on est quand même dans un passé très récent. Mais la majorité, évidemment, des portraits, ce sont des gens qui ont vécu au 19e et au 20e. C'est ça, j'allais dire. On va dire grosso modo milieu du 19e à fin du 20e. C'est à peu près ça, au milieu du 20e pour le gros des troupes. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous aviez de la matière pour faire un livre qui aurait dépassé les 50 portraits? En fait, grosso modo, vous avez dû faire des choix difficiles. Oui, le choix était cornélien. D'ailleurs, ça s'appelle « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire ». Donc, c'est 50 Toulousains et Toulousaines parmi tant d'autres. Après, 50 portraits, c'était le canevas de départ. Puisqu'en fait... Le Papillon Rouge Éditeur, qui est une maison d'édition héroltaise spécialisée dans le régionalisme et dans le patrimoine, a publié déjà divers ouvrages consacrés à d'autres personnalités, d'autres régions et d'autres départements. Donc sur ce même modèle, j'ai fait Ces Toulousains qui ont fait l'histoire, donc il ne fallait pas que je dépasse 50 portraits, donc j'ai fait 50 portraits. Tout à fait. Je pense que pour chacun des portraits, vous avez au moins 2 illustrations, si je ne me trompe, voire davantage, non? Oui, ça dépend. Pas toujours simple de trouver des photos. Ça, c'est la maquettiste Alice Dorc qui s'en est occupée. Je leur ai envoyé quelques photos, mais majoritairement, c'est quand même elle qui s'occupait de ce travail iconographique. C'est une grande chance aussi d'avoir des photographies pour chacune des personnalités évoquées.
Oui, bien sûr, oui. Bah, sauf évidemment pour les plus anciennes, hein. Si on parle des personnalités du 17e, 18e, même 19e, enfin jusqu'au milieu 19e. Mais bien sûr, oui. C'est une chance. Vous avez évoqué la difficulté de trouver des sources, des renseignements pour certaines des personnalités dont vous aviez envie de parler. Ce qui m'amène à la question suivante, est-ce qu'il y a des personnages pour lesquels vous vous êtes dit, quand vous avez posé la plume, enfin le clavier de l'ordinateur, vous vous êtes dit, j'aurais aimé en savoir davantage, mais là je n'arrive pas à trouver, il y a des choses qui me manquent. Vous avez eu ce sentiment à un moment? Vous pouvez nous en dire plus? Oui, pour des personnalités dont la vie est parcellaire, enfin, genre, je pense à Pierre de Fermat ou à Pierre-Paul Riquet. Donc, on pense tout savoir de Riquet parce que c'est l'homme du canal du Midi, mais on sait assez peu de choses sur sa vie personnelle. Donc ça n'a pas été simple, oui. Donc, Vous me parlez de Pierre de Fermat. Alors, Pierre de Fermat, c'est facile à faire, entre guillemets, parce que c'est quand même un homme de maths, d'équations, de théorèmes. Tout le contraire de moi. Non mais voilà, j'ai n'osé le dire. Oui, d'ailleurs, j'ai posé le théorème de Fermat, mais j'y comprends rien. Enfin, je veux dire, faut être honnête. Bon, mais quelqu'un dans la salle nous en parlera peut-être plus en détail. Mais... Peut-être Frédéric Dessort, qui, je ne sais pas s'il est là, qui lui est un mathématicien émérite, confrère. Ouais. Donc, on pourra le taquiner là-dessus, alors, parce que je ne savais pas. Il y a d'autres personnages où vous avez pas calé, hein, c'est pas le mot, mais où vous êtes resté un petit peu en retrait, ce que vous auriez rêvé de faire. Non, globalement, c'est les plus difficiles, c'était ceux que j'ai cités. Oui, il y a Clément Cisor aussi, parce que c'est une légende, alors il faut toujours démêler le vrai du faux. Pareil pour Paul de Viguier, alias la Belle Paul, égérie de la Renaissance, qui était considérée au XVIe siècle comme la plus belle femme de son époque, enfin en tout cas ici à Toulouse et en Occitanie, au moins. Et c'est une légende. Non, la légende, c'est Clément Cisor. Paul de Viguier a réellement existé. Voilà. Et outre sa beauté, c'était une poétesse, c'était une femme de salon avant l'heure, qui a, on va dire, mécéné pas mal d'artistes de son époque. Donc, voilà. Mécéné, vous oui. On va pas dire sponsorisé. Donc voilà. Soutenu, aidé. Oui, elle a soutenu et aidé. Voilà. Beaucoup de poètes, d'écrivains, de baladins. Je dois dire que j'étais un petit peu ennuyé en préparant cette rencontre parce que je cherchais des thématiques et des questionnements qui sont un petit peu communs à tout ça. Alors, c'est pas simple. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose une notion sur laquelle on pouvait travailler. C'est que il y a un certain nombre de ces personnes qui sont des personnes qui ont connu une belle ascension sociale, qui venaient de milieux très modestes et qui sont arrivés à un niveau élevé dans la société, dans des domaines divers et variés. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y en avait un certain nombre. Et je me suis donc amusé à les lister pour savoir si vous vouliez nous en dire un petit peu plus. Alors, j'aurais commencé par Édouard Privat. Vous nous dites qu'au début, c'était un jeune commis et qu'après, il était encore jeune. Il avait, je ne sais pas, une trentaine d'années. Il a acheté un fonds de commerce en 1839. Il y a évidemment beaucoup plus proche de nous, il y a Jean-Baptiste Doumingue, qu'on surnommait le milliardaire communiste. Alors lui, il venait de... Milliardaire rouge. Le milliardaire rouge, voilà, pardon. Alors lui, c'était un fils de paysan. Je crois que ses parents étaient métayers, qui ne possédaient pas leurs terres. Il y a également les sœurs Carita, qui étaient d'origine modeste. Le général Dupuy, alors lui, ses parents étaient boulangers, c'est ce que vous nous dites. Ouais, du côté de la rue de la Pomme. Voilà. Carlos Gardel était lui aussi d'origine extrêmement modeste. Jean Jaurès, Théodore on en parle sous le Paul Sabatier, contrôle de Solange Basili, spécialiste de la culture argentine, et de Carlos Gardel à Toulouse. Vous voulez bien qu'on commence un petit peu par toutes ces personnalités? Ça pourrait peut-être faire le gros de cette rencontre, le propos de cette rencontre. Édouard Privat, alors il commence comment? Et effectivement, c'était un commis et factotum, on va dire, aveyronais. Un chauffeur-livreur. Non, on m'a tout fait, on va dire. Et donc, effectivement, il travaillait pour le libraire Jean-Baptiste Paya.
Et au bout de quelques années, il a racheté son fonds et puis c'est devenu la librairie Privat. D'abord, la librairie Bon et Privat. Joseph Bon, alors lui, c'était un négociant toulousain, un notable toulousain qui avait de l'argent, donc c'est lui qui avait apporté le capital. Ah oui, voilà. Et Édouard Privat a apporté. Donc là, on se situe peu avant 1840, je crois, c'est ça en 1839. 1839, voilà. Oui. Ok. Et à partir de là, tout a fonctionné pour lui. Son affaire a grossi et lui-même s'est davantage formé dans son métier. Ce qui devait devenir son métier. Oui, enfin, disons que, c'était pas aussi facile que ça. Faut pas non plus exagérer. Bien sûr. Parce que sous la monarchie de Juillet, déjà, il y avait assez peu de librairies à Toulouse. En fait, là, je raconte dans le portrait consacré à Privat, à la famille Privat, pas uniquement Édouard Privat. Donc, ça va de Édouard Privat, le fondateur de la dynastie, parce qu'on peut pas vraiment parler de dynastie Privat, à Pierre Privat, le dernier des Privats, qui est mort en 1983. Donc, en fait, je relate toute cette dynastie, toute cette famille et toutes ces générations pendant plus de 140 ans. Et ensuite, la maison Privat passe dans le domaine de personnes qui n'ont plus rien à voir avec le métier de libraire. Oui, enfin, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement. Un petit mot peut-être de Doumingue. Jean-Baptiste Doumingue. Jean-Baptiste Doumingue, oui. Drôle de coco. Était sans jeu de mots. Était extrêmement connu. Et là où il me semble-t-il, il est devenu connu, c'est peut-être à l'époque où la gauche a remporté les élections présidentielles, à l'époque de Georges Marchais, de l'Union de la gauche, etc. Il me semble que c'est là que les grands médias ont commencé même avant. Ont beaucoup parlé de lui, même avant. Même avant, parce qu'en fait, il avait fondé Interagra, donc c'était un empire agroalimentaire. Oui. Il travaillait avec les pays de l'Est. Et oui, c'est donc un fils de paysan, roublard. Métayer. Le fils de métayer, oui. Extrêmement roublard, extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, lettré. Originaire du sud de Muret. Voilà, à Noé, exactement. Oui. Originaire de Noé, et comme beaucoup à son époque, notamment dans l'entre-deux-guerres, encore dans les années 20, dans les années 30, il y avait comme ça des curés, des prêtres de village qui ouvraient leurs portes aux jeunes paysans, et c'est comme ça qu'il a lu tous les grands classiques. Oui, vous nous dites qu'il était enfant et qu'il dévorait les grands classiques. Ah oui, ça m'a Baudelaire, surpris. Balzac et compagnie. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça grâce à ce prêtre, voilà. Il doit tout, parce qu'évidemment, il n'a pas fait d'études. Il a eu, comme beaucoup, il s'est arrêté au certificat d'études, et puis ensuite, il a dû aider ses parents. Et voilà comment un prêtre a aidé un industriel communiste à bâtir son empire, en quelque sorte, enfin du moins à contribuer. Et alors ensuite, ça se passe comment ? Parce que pour commercer avec les pays du bloc de l'Est, il faut juste des clés, quoi. Il faut un sésame. Non, mais ça, je laisse aux futurs lecteurs et lectrices le soin de découvrir. Le soin de découvrir, oui. En tout cas, ça se faisait pas comme ça. Ah non, évidemment, non. Non, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement charismatique, qui était... Après, il avait un accent prononcé. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il roulait les airs. Il avait l'accent truculent, voilà. Comme on dit. Donc... Oui, après, il a été aussi un temps président du TFC. Ah bon ? Voilà, oui, dans les années 60. Bon, il n'aimait pas vraiment forcément le sport de haut niveau et tout, mais... Non, mais il avait à cœur d'aider peut-être les clubs sportifs régionaux. Oui et non, c'était une sorte de petite de danseuse, on dirait. Quoi. Oui, enfin, voilà, oui. Se faire plaisir. Et d'ailleurs, à un moment donné, il voulait fusionner le TFC avec le Red Star, et donc... Ça n'a pas plu. Red Star Club de la banlieue parisienne. Ouais. Voilà. Donc Doumingue, on l'a compris, fait des affaires, monte un empire industriel. Et puis le voilà qui est amené à côtoyer de près Valéry Giscard d'Estaing et Georges Marchais. Dans quel cadre ? C'était pour leur donner des coups de main ? Oui, il avait notamment prêté à Valéry Giscard d'Estaing son hélicoptère lors de la campagne de 74, oui. Ouais. D'ailleurs, il s'entendait assez bien avec Giscard et il détestait Mitterrand.
parce qu'il avait peur que les socialistes, ce qui s'est fait après par la suite, mais aient plus de succès que les communistes. Mais Jean-Baptiste Doumenc rêvait certainement d'un parti communiste en 1980 à 24 ou 25% ou 30%, non ? Ça, je ne sais pas exactement s'il rêvait d'un parti encore à 25%, comme au temps de Jacques Duclos et autres, mais voilà, disons qu'en plus, il se cachait pas de réussir, hein, de sa réussite. Enfin, il en était assez fier. Hein. Il racontait souvent... Un gros bosseur, non ? Ah oui, un énorme bosseur, mais il adorait raconter à ses interlocuteurs le fait que voilà, il venait d'extraction modeste. Donc il racontait par force détail, sa naissance homérique et compagnie. Un bon communicant alors. Ah oui. C'est le mot qu'on puisse dire. Et avec Georges Marchais, qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Rien de plus, quoi. Non, bah évidemment qu'il s'entendit bien avec Marchais, mais il n'y a pas eu d'affinité plus que ça, quoi. Bon, et au bout d'un moment, ça périclite. Mais pourquoi, comment ? C'est la chute du bloc de l'Est qui... Non, un petit peu avant, parce que Doumenc, il est né en 1919, il est mort en 87, donc on est quelques années avant la chute du bloc de l'Est et du mur de Berlin. Mais déjà, au milieu des années 80, il y a un député centriste, en 83 si je m'abuse, avait demandé la nationalisation de son groupe. Voilà. Ce qui est assez cocasse de la part d'un député UDF de l'époque. Oui. Voilà. Proche de Jean Le Canuet, ami politique. Oui, c'est cette mouvance-là, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Parlez-nous un petit peu, moi j'avoue, je connaissais très peu, c'est les sœurs Carita. Alors ça, c'était étonnant. Les coiffeuses. Oui. Donc d'origine modeste également. D'origine modeste, d'origine espagnole, oui. Espagnole. Ils ont ouvert leur premier salon en 1931 du côté de la rue du Thor. Ce salon, c'était une ancienne boucherie qu'elles ont retapée avec toute leur petite famille. Et puis, dès le début, en fait, elles ont eu vraiment un énorme succès. Et quelques années plus tard, elles ont ouvert un salon plus prestigieux du côté de la place Wilson. Et puis, pendant la guerre... Donc, les affaires marchaient donc bien. Oui. Et pendant la guerre, notamment dans les années 42-43, voilà, il y avait des vedettes de passage comme Mistinguett, Joséphine Becker qui venaient se faire coiffer chez les sœurs Carita. Et voilà, donc... ces artistes-là ont dit « Ah, mais ça serait pas mal que vous montiez à Paris. » Et puis, voilà. Elles sont montées, elles ont conquis Paris. Et on connaît la suite. Après, il y a eu la rencontre avec des grands de la coiffure qu'on connaît encore aujourd'hui. Oui, Gervais, le coiffeur Alexandre, enfin les grands coiffeurs de cette époque à Paris. Ouais. Je crois qu'on va pouvoir résoudre le théorème de Fermat. Grâce à Frédéric Dessort, il va nous faire un cours mais on compte sur lui. Sur le théorème de Fermat. Alors, j'aimerais que vous nous parliez du général Dupuy. Et là, on va faire un saut en arrière. Oui, on est au 18e. Oui. Le général Dupuy, oui. Alors lui, c'était vraiment un révolutionnaire. Enfin, fils de boulanger, certes, mais... C'est un peu paradoxal, ça. Enfin, général, révolutionnaire... il y a un côté que j'ai du mal à saisir, peut-être ou... Oui, mais il faut se remettre dans le contexte. Donc, il est né en 1769 et il meurt en 97. Donc, il meurt jeune, il meurt à 28 ans. Donc, il a une ascension fulgurante. Général de Bonaparte. Notamment, il commande la place de Milan, puis celle du Caire, où il meurt en 1997, où il tombe dans un guet-apens. Dans une bataille, en fait, c'est ça. Ouais. Et il meurt très jeune. Il meurt à 28 ans, après son corps est rapatrié, etc. Et donc, on nous donne le nom que l'on connaît, le nom de la place Dupuy, qui avant s'appelait la place Dauphine, un peu comme à Paris. On donne son nom à cette place qu'en 1834. Parce qu'évidemment, à force de différents régimes qui sont succédés entre les différentes restaurations monarchiques, il a fallu attendre bien sûr. Près de 40 ans. Alors, j'ai noté également dans ma liste de personnes qui étaient issues d'un milieu modeste, j'ai noté Carlos Gardel. Oui. Pourquoi ? Charles Romuald Garde, mais après, je sais pas, peut-être que Solange Baselli. Non, parce que c'est elle spécialiste alors. Oui, de son vrai nom, Charles Romuald Gardes.
C'était un fils, on va dire, d'une liaison adultérine. Hein. On est en 1890. Donc forcément, c'était très mal vu. C'était le fils d'une blanchisseuse. Et du fils du patron. De la patronne, oui. Le fils de la patronne, oui. C'est ça qui a contraint la famille à l'exil, c'est cette... Oui, entre autres, oui, bien sûr, ça a contribué, puisqu'elle était fille-mère, donc de toute façon, on va dire qu'elle était marquée au fer rouge. Voilà. Pour pas en dire plus. D'accord. Et donc après, ils ont immigré en Argentine, à Buenos Aires. Et une disparition, je dois dire, assez inattendue pour Carlos Gardel. C'est un accident d'avion en 1935, oui. Dans les Andes, je crois, ou non loin de là. Oui. Et après, il a eu droit en Argentine à des obsèques grandioses, hein, un peu l'équivalent de Victor Hugo en France, 50 ans avant. Donc, après, il est quand même revenu plusieurs fois dans la région, à Toulouse, à Albi, où il avait de la famille, etc. Donc quand on dit Carlos Gardel, on le prend comme ça, non, c'est pas totalement vrai. Et évidemment que sa majeure partie, il l'a faite en Amérique du Sud et en Argentine, mais donc n'en déplaise aux Uruguayens, aux Argentins, Carlos Gardel est toulousain. Voilà. Une lettre de plus. Un petit mot sur les origines, on n'en parle pas souvent, les origines de Jaurès. Milieu modeste, milieu ouvrier, milieu... Non, pas ouvrier, non. Petit exploitant, mais pas non. Alors lui, il est tarné, hein, il est castré, hein, il est né en 1859. Et à Toulouse, il a été professeur de lettres et conseiller municipal, ça on le sait moins, entre 1890 et 1893. Donc on lui doit énormément d'écoles, on lui doit la faculté, plusieurs facultés, dont la faculté des sciences qui se trouvait à la place du quai des Savoirs actuel, le long des allées Jules Guesde. On lui doit plein de choses que je vais pas trop dévoiler parce que ça sert à rien. On va pas trop dévoiler, mais on pourrait peut-être parler un petit peu d'Ozen. Théodore Ozen. Théodore Fulgence Ozen. Alors lui, c'était un commerçant normand, donc pas du tout toulousain. Non, en 1814. Il est mort à Toulouse en 1895. Et donc en fait, lui, il avait l'habitude de faire les foires commerciales. Et puis, lors d'une tournée, il arrive à Toulouse et il tombe amoureux de la ville et il s'y installe. Comme ça. Oui, oui, parce qu'à cette époque, il s'installe à Toulouse en 1838. Et Toulouse est encore, c'est évidemment pas la ville que l'on connaît. C'est une ville encore extrêmement populeuse et la population qui pouvait y avoir à Toulouse à l'époque. Je vous pose une question, je vous pose une colle. Hein, c'était bien moins développé que. Je sais plus exactement là. Oui. Il y a des démographes dans la salle. On cherchera. Non, mais il tombe notamment amoureux de cette ville, son côté méridional. Les gens chantaient beaucoup et ça lui a plu. Non, c'est pas des blagues. Ce côté, ville du bel canto. Et donc il a monté sa première bonnetterie parce qu'il était commerçant en bonnetterie du côté de la rue Saint-Rome. Et comme ça, il a ouvert avec son épouse plusieurs boutiques. Et ensuite, il était à la tête d'un empire. Oui, enfin ça s'est fait progressivement. Il a été banquier aussi. Il a été juge puis président du tribunal de commerce. Et puis il gagne bien sa vie, il a investi et il a eu jusqu'à 43 immeubles à Toulouse. Enfin, immeubles et propriétés foncières, je dis immeubles et autres. Et notamment, il avait racheté, dans les années 1890, quelques années avant sa mort, l'hôtel d'Acesa. Et à sa mort, dans son testament, il fait don de l'hôtel d'Acesa aux sociétés savantes, dont l'Académie des Jeux Floraux.
Et je crois qu'il a fait beaucoup de dons dans la. Il a fait beaucoup de dons, oui, il a fait beaucoup de dons, oui. Personnage généreux, oui. Oui. Philanthrope. On pourrait dire philanthrope. Mm-hmm. Il y a une personnalité qui m'a absolument fasciné dans votre livre. Bon, c'est pas la seule. C'est Paul Sabatier. Parce qu'alors là, sur Paul Sabatier, moi, je suis absolument émerveillé du parcours de cet homme et son côté novateur, j'ai envie de dire. Oui. Vous allez dans ce sens ? Ah oui, carrément. Oui. Un visionnaire. Oui, parce que, enfin, faut mettre de gros guillemets évidemment, mais on va dire que c'est un des pionniers on resitue les dates du peut-être. Système. Alors oui, lui, il n'est pas toulousain, il est né à Carcassonne, mais pas très loin de là. Il a fait ses études à Toulouse parce que un de ses oncles était prof de maths ici. Il est né en 1854, il est mort en 1941. Ça, c'est pour les dates. Sous l'occupation, oui. Voilà. Et puis il a longtemps professé, plus de 60 ans. Enfin, il a une carrière assez extraordinaire. Il était très très apprécié de ses étudiants. Et ce que je disais là tout à l'heure, enfin à l'instant, on va dire qu'il était plus ou moins dans ses innovations pédagogiques, on va dire qu'il était l'un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le système Erasmus, c'est-à-dire que il avait mis en place un partenariat entre l'université d'Harvard et l'Institut de chimie de Toulouse. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, oui, à partir de 1929... Ça fonctionne comme un jumelage, finalement. C'est-à-dire que les étudiants de l'Institut de chimie de Toulouse pouvaient terminer en deuxième et troisième année leur cursus à Harvard, et réciproquement. Ça m'a paru très novateur. On lui doit aussi les premiers stages en entreprise. Enfin, voilà. Oui. Donc, il n'y avait pas que la théorie, il y avait aussi la pratique, donc on lui doit ça aussi, oui. Oui. Et ses parents. Aujourd'hui, ça paraît bénin, mais à l'époque, c'était très innovant. Des chapeliers. Pardon ? Les parents de. Oui, les parents de Paul avaient un commerce de chapeaux, tout simplement, quoi. Oui. À Carcassonne. C'est extraordinaire. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous tiennent à cœur dans ce livre ? Je vous tends un petit peu la perche là. Moi, je n'en ai plus. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous ont séduit dans ce livre tout particulièrement ? Alors, nous, on l'aime bien tous les deux. C'est le commandeur Cazeneuve. Ah, Marius. Oui, parce qu'il est atypique. Marius Cazeneuve, il est atypique complètement. Oui. Vous pouvez voir sa maison d'ailleurs. Oui, la Villa Gabès, qui est dans le quartier Saint-Michel. Tout en bas de la grande rue Saint-Michel. C'était sa villa. C'est difficile de lui mettre une étiquette. Oui. C'était un peu un touche-à-tout, quoi. C'était un touche-à-tout. Alors lui, comme beaucoup, il était d'extraction modeste. Il était natif du quartier Saint-Pierre, de la rue des Blanchers. Tout gamin, il a toujours été attiré par la magie. Faire des tours pendables à ses camarades, à ses maîtres, etc. Et donc, il réussit. En fait, d'abord, il commence sa carrière, il a 14-15 ans, il est tout jeune. Il est écuyer d'une troupe de cirque espagnole qui était venue à Toulouse, du côté des actuels Allégeance Jaurès. Il se fait embaucher parce qu'en fait, lui, il avait du bagou et en moins de temps qu'il en fallait, il savait conquérir son auditoire. Et il reste quelques années et puis ensuite, il bascule du côté de la magie. Donc, il devient prestidigitateur. Entre Toulouse, Paris, puis ensuite il conquit l'Europe. Enfin, il fait de grosses tournées. Et puis c'était un aventurier dans le sens. Alors peut-être que vous avez parlé de la reine de Madagascar. Il y a cet aspect-là, c'est un grand voyageur. C'est un grand voyageur, oui. Il a aussi dans l'idée de mettre ses talents au service de la France. Enfin, il fait plein de choses. Il s'intéresse à la science aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un vulgarisateur scientifique de sa part ? Peut-être pas tout à fait. Il s'intéresse à la médecine, il veut comprendre la médecine. Il y a tellement d'aspects dans ce personnage. Comme j'ai envie de dire, beaucoup de personnalités du 19e siècle. Un esprit curieux. Qui s'intéressait à moult domaines, donc lui faisait partie de ces gens-là, quoi. Et je reviens peut-être à Madagascar parce qu'effectivement, il a été le conseiller de la reine de Madagascar à une époque où les Français et les Anglais
comme d'habitude, se disputer le territoire. Et pas la possession de la balle, mais le territoire. Oui, c'est ça. Et donc, il a réussi à faire de Madagascar un territoire français, voilà. Oui. Grâce à ses talents, voire plus, aux côtés de cette reine. Donc, bon. Il paraît qu'il a été son amant, mais voilà, on n'est pas sûr non plus. Ça fait partie des légendes, puisqu'il y a beaucoup de légendes chez les Toulousains et Toulousaines. Un autre personnage que vous avez beaucoup aimé dans ce livre, plus que d'autres peut-être, ou une. Faut faire un classement. Non, Top 50, 50, 49, 48. On va pas aller jusque là. Bien sûr, c'est difficile. Hein. C'est difficile de faire un choix parce que on s'attache à chacun de ces personnages. Mais bon, s'il en fallait citer 3, et le premier, Girard Armand du Portal, ça c'est le journaliste qui parle, journaliste polémiste républicain qui, de la monarchie de Juillet au début de la Troisième République, s'est toujours battu pour la liberté de la presse. Il était journaliste, rédacteur en chef d'un organe d'opposition qui s'appelait l'Émancipation. Et notamment lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, le lendemain, lui et d'autres confrères rédigent une tribune assassine suite à ce coup d'État. Évidemment, ni une ni deux, il est arrêté, il est jugé et déporté en Algérie. Et en fait, sa vie, c'est ça. Il a été, je sais pas, peut-être une 40aine de fois en prison. Je l'appelle d'ailleurs un peu le Monte Cristo toulousain parce qu'à chaque fois, il s'en sort, quoi. Enfin, c'est assez fou. Et lors d'un énième séjour en prison, là, du côté de la prison Sainte-Pélagie à Paris, parce qu'il n'était pas qu'à Toulouse, voilà, il se fait libérer le jour de la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870. Et 3 jours après, il est nommé préfet de Haute-Garonne. Enfin bon, voilà. On est au 19e siècle. Non, évidemment, il s'est battu pour la liberté de la presse et pour tous les idéaux républicains. Voilà. Bon, après, il a eu un rôle un peu plus, on va dire, trouble du temps du mouvement communaliste de la commune de Toulouse, qui a duré fort peu, 3 jours. Hein. Quand on parle du mouvement communaliste, on pense à la commune de Paris, mais ce mouvement a essaimé à Paris, à Marseille, à Saint-Étienne, à Toulouse. Et bon, bref, il aurait... Disons que il a hésité, on va dire, à être le chef de ce mouvement communaliste-là, parce qu'il voulait quand même aussi bien se faire voir du gouvernement d'Adolphe Thiers. Ça peut paraître assez bizarre, mais oui. Donc voilà, bon, bah ça fait partie des zones d'ombre et voilà. Et des choses d'ailleurs qu'on ne sait pas trop sur cette période parce que évidemment, c'est assez trouble. Mais il y a encore 1 ou 2 personnages qui vous ont tenu à cœur, je crois. Oui. En deuxième, on va parler de Jacqueline Auriol, l'aviatrice. Oui. Mais j'aurais pu dire aussi voilà, Germaine Chaumel ou Jeannette MacDonald sous le couvert de Joël Fauré, qui a écrit ce qu'il a bien connu, voilà, La Dompteuse. Jacqueline Auriol, Jacqueline Auriol, moi je suis assez fasciné par. Aux commandes d'un avion de chasse, ni plus ni voilà, moins. Oui, voilà. Bah, c'est la pionnière en France des avions. Je suis assez fasciné par son caractère et sa force mentale. Alors évidemment, comme beaucoup de femmes, elle était à l'arrière-ban de l'histoire et elle était au départ. Elle était la belle-fille du président Vincent Auriol, hein, qui avant avait longtemps été maire de Muret, puis ministre des Finances de Léon Blum sous le Front Populaire. Alors elle venait d'un milieu catholique, vendéen, conservateur, etc. Mais elle a toujours été assez rebelle. Et donc... Et en ça, c'est un aspect intéressant aussi. Ben disons qu'elle en avait un peu marre de faire tapisserie à l'Élysée, il faut dire ce qui est. Et donc, en fait, elle s'est pris de passion. Enfin, au départ, l'aviation était considérée voilà, comme un simple loisir. Puis ensuite, c'est devenu une passion. Puis ensuite, une raison de vivre. Et notamment, je parlais de son caractère et de sa force mentale hors du commun. C'est qu'elle a eu un grave accident au milieu des années 50 lors d'un meeting aérien. Pendant plus d'1 an, elle a été hospitalisée. On lui a fait
bonne vingtaine d'opérations chirurgicales, enfin bref. Et puis elle est revenue et elle a fait la carrière que l'on connaît. Elle a battu plusieurs records du monde de vitesse. En fait, il y avait une émulation entre les deux Jacqueline, c'est-à-dire elle, Jacqueline Auriol, et une américaine, Jacqueline Cochrane. D'ailleurs, la presse s'en donnait à cœur joie à l'époque pour parler de la guerre des deux Jacqueline, alors qu'elles s'entendaient très 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 bien. Une guerre sportive, une voilà. compétition. Voilà. Et puis en troisième, si on vous cite un troisième, je dirais François Verdier. Voilà, puisque Toulouse a été aussi quand même une grande terre de résistants et de résistantes. D'ailleurs, j'évoque dans ce livre François Verdier, mais également Marie-Louise Dissart, Marcel Danger et donc le cardinal Jules Saliège. Et François Verdier, c'était le chef de la résistance toulousaine. Voilà, un peu le Jean Moulin toulousain, pour schématiser. Il a payé de sa vie. Ah bah oui. Il l'a payé de sa vie, comme beaucoup de résistants. Même s'il il avait des possibilités de s'enfuir et de sauver sa peau, il a préféré se sacrifier. Enfin voilà, il savait de toute façon à un moment donné, la Gestapo allait l'arrêter. Elle l'a arrêté chez lui. Il habitait du côté de la Côte-Pavée lors de la triste opération de minuit. Qui a démantelé pas mal de réseaux fin 43 à Toulouse et dans la région. Et voilà, après il a été torturé et puis il a jamais craché le morceau. Et on a retrouvé, alors là aussi il est mort dans des circonstances assez atroces puisque on a retrouvé son corps et dans sa tête en forêt de Bouconne en janvier 44, 27 janvier 44. Et d'ailleurs, depuis la fin de la guerre, chaque année, fin janvier, il y a une journée commémorative en mémoire de François Verdier, grâce à l'association des Amis François Verdier, présidée par son petit-fils Alain Verdier. Et depuis peu, il y a également un buste en son honneur, François Verdier, qui a été sculpté par Sébastien Langlois, qui a également fait la statue en pied de Claude Nougaro, celle également de Carlos Gardel. Voilà. Frédéric Mistral aussi, oui, récemment, tout à fait, monsieur, oui, effectivement. Voilà, et puis c'était un vrai humaniste au vrai sens du terme, pas au sens galvaudé oui, si tu veux. Et donc, oui, j'ai beaucoup d'affection pour lui, ouais. Mathieu, ça va être l'une de mes dernières questions, mais évidemment, quand on veut s'attaquer à un livre comme ça, on est toujours tributaire de la documentation et des renseignements qu'on peut trouver. Bon, si on se prête à rêver, est-ce qu'il n'y a pas d'autres périodes de l'histoire qui vous feraient éventuellement rêver, mais sur lesquelles on n'est pas vraiment capable d'écrire? Je pense en particulier à la période du catharisme, des comtes de Toulouse. Il y a des personnalités de l'époque qui vous fascinent, hein. À vrai dire, je ne me suis pas trop penché. Désolé. Mais pourquoi pas, oui, évidemment, oui. Oui, surtout au Moyen-Âge, à l'époque de l'amour courtois, de la fine amour. Oui. Et de ce qu'on a longtemps appelé la convivencia, le vivre en commun occitan, voilà, qui ressort de temps en temps pour magnifier la ville, même si bon, la convivencia aujourd'hui. Donc oui, pourquoi pas à l'avenir. Après, je me suis pas vraiment penché encore. Bon. En tout cas, sur cette période médiévale, effectivement extrêmement riche. Oui. Ouais. Avant que les armées de Simone de Montfort fassent une razzia. Et est-ce qu'il vous est arrivé de vous projeter dans l'avenir pour éventuellement penser à un nouveau livre? Alors bon, vous êtes jeune, vous avez 35 ans. Si on se projette, hein, dans 30 ans, on mettrait qui est-ce qu'on pourrait imaginer encore vivant de nos jours qui pourrait prendre la place d'un futur livre similaire à celui-ci? Alors, Marianne Hichter, Joël Fauré, Frédéric Dossort, oui. Corinne Delizinger, Charline Poulain, Solange Bazéli, Jean-Antoine Loiseau, Pierre Lasserie, Thérèse Tournelle, Pierre Lasserie, Michel Otero, que je vois au fond.
En tout cas, Benedict dans votre livre, il y a 2 journalistes. Hein. J'ai fait que les évoquer. Oui. Il y a René Mauriès et Georges Decaune. Mais alors Georges Decaune, je le savais depuis finalement assez peu. Un J'ai grand dit, tiens, voyageur. il est toulousain. Oui. Donc j'ai dit, je vais quand même le mettre. C'est un des pionniers du journal télévisé. Tout. Oui. Donc oui, Georges Decaune qui est d'ici, qui habitait rue d'Alsace-Lorraine. Et alors lui, il était plus ou moins, on va dire, programmé pour être avocat. Enfin, il a fait ses études de droit, sauf que ça lui plaisait pas de défendre la veuve et l'orphelin comme ses 2 frères, parce qu'ils étaient 3. Et donc après la guerre, parce que voilà, il a fait un bout de résistance, il s'est retrouvé à Paris. Voilà, à l'époque ça marchait comme ça, quoi. C'est ça fait longtemps qu'on s'est pas vu au coin de la rue. Au fait, je travaille au RTF, ça te dirait de faire la revue de presse. Ouais, de faire la revue de presse et voilà. Oui, on est en 45 aujourd'hui. Ça paraît assez dingue. Et non, en fait, c'était quelqu'un de toute façon qui a toujours été curieux, qui était extrêmement brillant. Voilà, qui plaisait aux femmes. Enfin, il avait toutes les qualités, quoi. Bon, il était aussi misogyne, hein. C'est pas une qualité, ça, par contre. Sauf erreur de ma part, il faisait du bateau. Oui, il a fait du bateau, il a participé à énormément d'aventures, d'excursions, notamment l'expédition polaire en 1948 de Paul-Émile Victor, parce qu'en fait... Ah bon ? Oui. Donc il a plus ou moins couvert pour le RTF. Il a également fait le Robinson Crusoe au début des années 60. Voilà. Donc Denis Brognard et Koh-Lanta n'ont rien inventé. Et voilà. Et il était seul sur une île, voilà, avec son chien. Oui, mais c'était quelqu'un de très solitaire aussi, enfin, qui était assez, voilà, qui pouvait être. Par contre, il supportait pas être. Voilà, il fallait tout le temps qu'il ait des projets, qu'il parte, etc. Donc déjà, il s'est très peu occupé de ses enfants. Il ne se satisfaisait pas du présent, en fait. Non. C'était juste un moyen de passer à autre chose, quoi. C'est ça. Oui, en fait, il a eu plusieurs vies. Enfin, voilà, après, il est revenu plusieurs fois à la télé. Il a été viré plusieurs fois parce qu'il était extrêmement irrévérencieux. Donc, au milieu des années 60, il avait présenté le journal télévisé, voilà, après les 11 trônes. Sauf que les dirigeants de l'époque, et notamment le ministre de l'Information, Monsieur Alain Perfit, oui. Voilà, n'aimait pas trop son ton irrévérencieux, et donc en 66, il a été viré, et ils ont remis les 11 trônes à la place, qui était beaucoup plus lèche-cul. Voilà. Voilà, il adorait le sport. Il a couvert les premiers Tours de France, notamment le Tour de France 49, qui était le premier télévisé. Enfin, c'était des bouts, hein, c'était évidemment pas le Tour de France, la couverture médiatique du Tour de France, celle qu'on la connaît aujourd'hui. Évidemment, c'était assez sportif. Hein, voilà, si vous lisez le livre et ce portrait, vous verrez. C'est vraiment le temps des pionniers, avec toute la bande Pierre Sabac, Tchernia, Jacques Salbert et compagnie. Je sais plus ce que je disais, c'est malin. Oui, on était en train de feuilleter la vie de Georges Decaune. Oui. Et puis voilà, il a aussi commenté. Télévision. Voilà, donc féru de sport, féru du Tour de France, mais également de rugby. Il a commenté évidemment les matchs du tournoi des 5 nations à l'époque, et notamment avec l'abbé Pistre. Alors c'était un prêtre tarnais, parce qu'en fait c'était, il fallait qu'il fasse concurrence. Lui, il était à l'époque sur TF1. Qui est encore une chaîne publique, mais TF1 et Antenne 2. Oui. Donc il commentait les matchs avec l'abbé Pistre. Il fallait faire pièce à Roger Coudert. Face à Roger Coudert et Pierre Albaladejo. Voilà. Ouais. Mais c'était pas facile. Hein. Non, d'ailleurs, leur duo n'a duré qu'1 an, alors que celui d'Albaladejo et Coudert a duré des années et des années. Et puis on lui doit également, en 77, avec Jean Sadoul, qui était le président de la Ligue nationale de football, la création du magazine Téléfoot. Voilà, pour les férus de football. Bon, alors concernant ma dernière question, c'est pas simple. Hein. Vous verriez qui aujourd'hui
dans un livre similaire il y a 30 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, c'est difficile de dégager des personnalités toulousaines qui pourraient faire figure de personnalités hors du commun. C'est pas simple. Enfin, je sais pas. Ça, alors là, j'ai noté quelques noms comme ça. Oui. C'est un peu tôt pour en parler. Je sais pas, Claudie Aigneret, par exemple. Je sais pas, Jean-Louis Etienne, des gens comme ça. C'est pas encore des figures qui dominent leur champ d'action. Oui, sauf qu'ils n'ont pas vraiment de lien avec Toulouse. Enfin, si on parle des Toulousains dans 30 ou 40 ans. Peut-être Thomas Pesquet, si on parle du domaine spatial. Mais bon, ça... On verra, quoi. On verra. Oui. Puis il y a le rugby aussi. Et puis il y a le rugby, évidemment. Oui, on n'a pas trop parlé des sportifs. On n'a pas trop parlé des sportifs, Ouais. oui. Yves Bergougnan, l'un des sportifs que j'évoque 3 sportifs, dont lui, Yves Bergougnan, brillantissime demi-mêlée du Stade Toulousain. Un joueur hors du commun. Voilà, qui a dû écourter sa Fragile. carrière, très fragile, très inhibé. Enfin, voilà. Yves Bergougnan, j'évoque également Alfred Nakache, bon, lui quand même beaucoup plus connu, le nageur. On l'appelait longtemps surnommé le nageur d'Auschwitz, puisqu'il est revenu des camps de la mort. Et puis René Vignal, le gardien de but, gardien braqueur. Parce que bon, il a eu du mal à se faire à l'après-carrière. Il a été représentant en Champagne, etc. Il a été braqueur, il a fait une bonne vingtaine de braquages dans les années 60, dans la fin des années 60. Avec ses acolytes, et la presse surnommait donc René Vignal et ses acolytes le gang des pères de famille. Voilà. Oui, son procès a eu en 71, tribunal, voilà. Il y a une photo de René Vignal que je trouve absolument extraordinaire, parce que je ne parviens pas à comprendre comment un gardien de but peut avoir une telle position dans l'espace. Vous nous en dites deux mots. Comment ça ? Ah, que c'était un gardien de but atypique ? Il est à l'horizontale. Ah oui, photographié à l'horizontale avec Oui. les bras tendus. Mais ça, on l'imagine d'une marionnette, mais... Bah, c'est un gardien de but atypique dans le sens où il prenait tous les risques. C'était vraiment un casse-cou, quoi. Se jeter dans les pieds des attaquants qui menaçaient son but. Ah oui. D'ailleurs, il a été blessé un nombre de fois incalculable. Enfin, oui. Mais c'était vraiment un casse-cou. Il avait peur de rien, vraiment. Et il se trouve que c'était un athlète, mais s'il avait voulu faire autre chose, à un moment donné, quand il était jeune, il était attiré par le théâtre. Il aurait peut-être pu faire une carrière de comédien, parce que sa grand-mère à Béziers, alors lui il est né à Béziers, il est originaire de Béziers, elle travaillait au Grand Théâtre de Béziers, et donc tout gamin il allait la voir dans les coulisses et tout, donc il était fasciné par ce monde-là. En fait, René Vignal, lui, ce qu'il voulait, c'était pas forcément être gardien de but ou autre, c'était de briller, c'était qu'on parle de lui, qu'on l'admire, modestement. Bon, ben merci. Merci. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec Mathieu Arnal, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 26 octobre 2019, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire » au Papillon Rouge éditeur.